Madame, Monsieur, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de la mi-journée. Nous sommes le lundi 13 février et on débute avec les titres. Au Gabon, à quelques mois de l'élection présidentielle et des législatives, s'ouvre aujourd'hui sous la supervision du président Ali Bongo la concertation politique entre pouvoir et opposition. Au Nigeria, il ne reste plus que 2 semaines aux 18 candidats de la présidentielle pour faire la différence, même si un nom sort du lot, l'outsider Peter Obi qui promet à la jeunesse un nouveau Nigeria. Et pour terminer cette édition, nous découvrirons comment au Gabon, des bénévoles ont décidé avec leur chorale de faire connaître la musique et les traditions musicales africaines, mais aussi chrétiennes. C'est aujourd'hui que vont s'ouvrir à Libreville au Gabon des concertations politiques à la demande des leaders des partis d'opposition, une demande acceptée par le président Ali Bongo. Aymeric Torignon. Plusieurs partis politiques l'ont réclamé. Elle s'ouvre enfin ce lundi à Libreville. La concertation initiée par le président Ali Bongo en prélude aux prochaines élections dans le pays réunit les leaders des formations politiques gabonaises. À 6 mois de la présidentielle, ce face-à-face majorité-opposition devra permettre de définir les conditions pour la tenue d'un scrutin apaisé. La concertation qu'il appelle pour le lundi 13 février avec toute la classe politique gabonaise. C'est un moment que le chef de l'État veut important pour notre pays parce qu'il s'est engagé aux yeux de la nation et à l'international à mettre en œuvre tous les éléments pour parvenir à des élections apaisées. Même si certaines formations de l'opposition se montrent prudentes, plusieurs parmi elles ont déjà confirmé leur participation. Dans une tribune publiée ce lundi, la présidente de l'Union nationale, l'un des principaux partis d'opposition, espère que cette concertation débouchera sur des mesures qui garantiront la transparence électorale pour des élections crédibles et apaisées. Il importe que soit proclamé le caractère exécutoire des résolutions qui en sortiront. Leur traduction en projet de texte devra être du ressort de comités paritaires mis en place de façon consensuelle. Cette concertation politique, qui se déroule sous la supervision du président Ali Bongo en personne, sera l'occasion pour aborder les sujets comme le toilettage du code électoral ou encore la réforme des missions du Centre gabonais des élections dont le président a été élu vendredi. Cette rencontre est visiblement l'amorce de la volonté de toute la classe politique gabonaise d'éviter des violences au terme des élections qui auront lieu dans 6 mois. Et au Togo, en vue des élections législatives qui auront lieu cette année, des partisans de l'Alliance nationale pour le changement, l'ANC, se sont rassemblés ce dimanche à Agoé, au Togo, à l'occasion d'un meeting de remobilisation, selon Jean-Pierre Fabre, le président de ce parti d'opposition, que je vous propose d'écouter. Un meeting de mobilisation. Vous avez dû constater que nous avons appelé également à aller s'inscrire sur les listes électorales lorsque le recensement sera lancé. C'est très important parce que nous avons appelé avant à ne pas aller s'inscrire. Beaucoup de nos électeurs ne sont pas inscrits. Donc il faut qu'ils aillent s'inscrire. Plus que 2 semaines au Nigeria avant l'élection présidentielle, 2 semaines que les 18 candidats en lice vont mettre à profit pour multiplier les rassemblements. Mais sur les 18, il y en a un qui sort du lot et qui semble séduire de plus en plus la jeunesse, son nom, Peter Obi. Soukaina Skali. Un nouveau Nigeria, c'est la promesse affichée par Peter Obi, candidat à la présidentielle nigériane, samedi dernier lors d'un meeting géant. Peter Obi est l'outsider de cette présidentielle. Son espoir de succéder à Muhammadu Buhari repose en grande partie sur un électorat composé de jeunes. S'il vous plaît, sortez le 25 février. Votez pour le LP, votez ce jour-là. Restez sur place jusqu'à ce que les bulletins soient comptabilisés. Vous avez toutes les dates. Une fois que nous aurons gagné les élections, c'est le début d'un nouveau Nigeria. C'est le début d'un nouveau Nigeria. Sa popularité, l'ancien gouverneur de l'État d'Anambra l'a trouvé auprès des moins de 25 ans, qui représentent près de 60% de la population. Peter Obi a notamment profité de l'éveil politique d'une partie de la jeunesse nigériane qui s'était révoltée en octobre 2020 lors d'un mouvement de protestation contre les violences policières. Nous présenterons nos excuses à toutes les victimes de brutalité policière.
Tous ceux qui ont souffert aux mains du gouvernement, nous leur présenterons nos excuses. Nous ferons en sorte que cela ne se produise plus jamais. Le Nigeria sera un pays pacifique. Depuis plusieurs semaines, le Nigeria fait face à des pénuries d'essence et de billets de banque, une situation qui a mis à mal le parti au pouvoir et qui pourrait le fragiliser dans les urnes. Pour beaucoup d'analystes, la situation socio-économique du pays qui s'est dégradée pourrait bien rebattre les cartes de la présidentielle. En République centrafricaine, le Premier ministre Félix Moloa a présenté le 9 février dernier, à l'occasion d'une conférence de presse, le bilan de ses activités à la tête du gouvernement. Une rencontre avec la presse dominée par des questions relatives aux défis sécuritaires et socio-économiques. Notre correspondant Roland Jean-Paul Chimda était présent. C'est effectivement le 8 février 2022 que M. Félix Moloa a été nommé Premier ministre chef du gouvernement par le professeur Faustin Archange Touadéra en remplacement de M. Henri-Marie Dondra. Au moment où la République centrafricaine était en train de sortir progressivement de la période de crise sécuritaire à répétition et au moment où la croissance économique avoisinait les moins 37%. Un véritable challenge auquel il fallait trouver des solutions. C'est une récession excessive. Grâce à Dieu, avec la contribution, la résilience du peuple centrafricain, la contribution de nos partenaires, nous avions à un moment donné revenu avec la croissance. À ne pas surtout perdre de vue, entre autres, la suspension des appuis budgétaires par certains partenaires au développement. C'est à ce moment que le choix a été porté sur moi. Au moment où notre pays ne bénéficiait plus d'appui budgétaire. Nous étions encore en train de mettre en œuvre le programme de référence avec le Fonds monétaire international. Comment alors sortir de cet imbroglio d'assistance financière qui n'a pas de tête ni de queue? C'est vrai, c'est un contexte extrêmement difficile, tendu. Au niveau trésorerie, mais nous avons pensé que nous pouvions faire mieux en nous remettant en question. À travailler pour améliorer les recettes domestiques, c'est-à-dire qu'à mobiliser nos propres ressources, mettant l'accent sur la bonne gouvernance. Qu'est-ce qu'on peut alors retenir d'essentiel de ce premier anniversaire du Premier ministre Félix Moloa à la tête du gouvernement centrafricain? À ce jour, en un an, je ne peux pas aujourd'hui dire que nous avons réussi le combat. Nous avons gagné le combat. Mais nous avons ouvert des chantiers. Nous commençons par respecter notre administration. Voilà, le décor est ainsi planté. Il y a véritablement des pistes qu'il faut à tout prix aménager, voire reconstruire, afin que la République centrafricaine atteigne progressivement et véritablement ses objectifs de paix et de relèvement socio-économique. Au Burkina Faso, dans la nuit de jeudi à vendredi, au moins 12 civils ont été tués et 6 blessés lors d'une attaque de djihadistes présumée dans le nord-ouest du pays. Une autre attaque dimanche dans la région pourrait alourdir le bilan. Plus globalement, depuis 2 semaines, une centaine de personnes sont mortes suite aux attaques djihadistes dans cette région. Au Mali, hier dimanche 12 février, la coordination des mouvements de l'Azawad a condamné les propos d'Amadou Albert Maïga, membre du Conseil national de transition, qui a annoncé une reprise imminente des hostilités dans le nord pour reprendre aux mains des djihadistes le contrôle de Kidal. Une déclaration va-t-en-guerre pour le porte-parole de la CMA qui dit prendre très au sérieux cette annonce. Le président palestinien Mahmoud Abbas a appelé dimanche au siège de la Ligue arabe au Caire le monde à protéger les Palestiniens face à Israël qui a dépassé toutes les lignes rouges. Face aux raids israéliens qui se multiplient, la Ligue arabe a convoqué dimanche un sommet pour Jérusalem des ministres arabes des Affaires étrangères. On écoute Mahmoud Abbas.
En ce qui concerne l'intransigeance et les pratiques d'Israël, qui a dépassé toutes les lignes rouges, nous nous rendrons dans quelques jours devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Où devrions-nous aller ? Nous sommes allés plus d'une fois aux Nations Unies et elles n'ont pas répondu à notre demande. Mais nous ne pouvons nous plaindre qu'auprès de Dieu et des Nations Unies. Nous nous adresserons aux Nations Unies et à ces différents organes, dont le Conseil de sécurité, pour exiger la publication d'une solution confirmant la protection de la solution à 2 États. Le Botswana qui menace de couper les ponts avec le géant du diamant de Beer. L'armée américaine qui abat un nouvel objet volant non identifié et la Nouvelle-Zélande qui est privée d'électricité à cause d'une tempête. C'est le reste de l'actualité préparée pour vous par Souelas Bailly et Noël Dong. Le Botswana menace de couper les ponts avec le géant du diamant de Beers. Le président du Botswana, Mokgweetsi Masisi, a prévenu dimanche que son pays pourrait rompre ses liens avec le conglomérat diamantaire sud-africain si les parts de son pays ne sont pas réévaluées. Le président botswanais estime que l'accord conclu entre son pays et De Beers n'est pas équitable. En vertu de cet accord de 2011, la compagnie minière De Beers recevait 90% des diamants bruts produits, tandis que le Botswana, premier producteur de diamants d'Afrique, en recevait 10%. Mais en 2020, la part du Botswana a été portée à 25%. L'accord a été prolongé par les parties jusqu'à juin 2023. Aujourd'hui, le Botswana demande une réévaluation de sa part, sinon le pays mettra fin au partenariat avec le conglomérat diamantaire. Si les 2 parties ne parvenaient pas à une situation gagnant-gagnant, chaque partie devra faire ses bagages et rentrer chez soi, a prévenu le président. L'armée américaine a abattu dimanche un nouvel objet non identifié au-dessus du lac Huron. C'est le 4e objet abattu en moins de 10 jours par des pilotes de l'US Force et la Garde nationale. Ces mystérieux objets volants ont placé les autorités des États-Unis et du Canada en état d'alerte. Les États-Unis estiment que le premier objet détecté, un ballon, était contrôlé par l'armée chinoise et faisait partie d'une flotte envoyée par Pékin au-dessus de plus de 40 pays sur 5 continents à des fins d'espionnage. Signe que les autorités américaines sont sur le qui-vive, l'espace aérien au-dessus d'une partie du lac Michigan, dans le nord des États-Unis, avait été temporairement fermé dimanche pour des raisons liées à la défense nationale. Quelques 58 000 personnes étaient privées d'électricité ce lundi après-midi en Nouvelle-Zélande en raison d'une tempête tropicale qui s'est abattue sur le nord du pays. L'état d'urgence a été déclaré dans 5 régions du nord de l'archipel, dont Auckland. Les conditions météorologiques ont bouleversé le réseau de transport néo-zélandais. Air New Zealand a dû annuler 509 vols. Bien que la tempête ait été rétrogradée de son statut de cyclone en s'approchant de la Nouvelle-Zélande dimanche, des pluies diluviennes et des vents violents ont endommagé des routes et fait tomber des lignes électriques. La restauration du réseau pourrait prendre plusieurs jours, tant que les conditions météorologiques resteront aussi sévères. Retour en France, où après une semaine marquée par plusieurs manifestations et des débats houleux, la réforme des retraites revient ce lundi à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Alors si le gouvernement poursuit sa marche en avant avec cette réforme, du côté des syndicats, on ne se démotive pas et on continue la lutte avec ce jeudi une nouvelle journée de grève. On écoute Frédéric Souillot, secrétaire général de Force ouvrière. Durant la poursuite des débats parlementaires, les organisations syndicales professionnelles et de jeunesse vont poursuivre la mobilisation et l'amplifier. Ainsi, elles appellent à une journée d'action interprofessionnelle sur l'ensemble du territoire le 16 février. À cette occasion, les secrétaires généraux ou présidents des organisations syndicales manifesteront à Albi pour appuyer l'ancrage fort de ce mouvement partout sur le territoire, dans les petites villes comme dans les plus grandes. En Turquie et en Syrie, le bilan des victimes du tremblement de terre atteint les 33 000 morts. Alors que l'espoir de retrouver des survivants s'éteint, la gestion de la catastrophe va entrer dans une nouvelle phase, une phase humanitaire, surtout en Syrie où l'ONU reconnaît des carences dans l'acheminement de l'aide. Et toute autre chose maintenant, puisqu'il est l'heure à présent de retrouver notre page sport du lundi avec Mathieu Nicolas. Mathieu, bonjour. Il y a eu un peu de sport ce week-end, alors par quoi allez-vous débuter ?
Bonjour Laurent, aujourd'hui on commence avec du rugby, car ce week-end il y avait les deuxièmes matchs du tournoi Destination. Après des débuts poussifs la semaine dernière, l'équipe de France est allée s'incliner à Dublin dans un Aviva Stadium bouillantissime. Le 15 de France, invaincu depuis 14 rencontres, a trébuché dans la capitale irlandaise. Impitoyables, les coéquipiers de Jonathan Sexton se sont imposés 32-19. Ils sont désormais premiers au classement. La France est 4e et affrontera l'Écosse le 26 février. Je vous propose d'écouter Fabien Galtier. Non, surtout pas. C'est une défaite. C'est vrai qu'on était, ça fait 2 ans qu'on n'a pas perdu un match et qu'on est sur une série de 14 victoires. Bon, la série elle est là, quoi. Donc il faut apprendre aussi à vivre la défaite. On sent bien que elle n'est pas très appréciée dans l'équipe, c'est pas une amie. Donc elle est là, donc il va falloir passer la fin de la journée avec elle. Ça commence à être très compliqué au PSG, éliminé par son rival Marseille en Coupe de France la semaine dernière. Les Parisiens ont empiré leur bilan avec une défaite à Louis II contre Monaco. Les contre-performances s'accumulent, tout comme les blessures. Le PSG est dans une mauvaise passe. Est-ce la crise ? Rien de bon à quelques heures d'affronter le Bayern en 8e de finale de Ligue des Champions. Mbappé sera-t-il remis de sa blessure ? Messi pourra-t-il jouer ? On en saura plus mardi, mais en attendant, écoutons Christophe Galtier, un peu inquiet de ses performances. Alors on n'est pas sur l'état d'esprit, sur le manque d'intensité, c'est l'état actuel de l'effectif. Et c'est une réalité, et personne ne peut... Je ne vais pas me cacher derrière cela, mais l'état actuel de l'effectif, et celui-ci, c'est bizarre, mais c'est vrai. C'est bizarre de dire ça quand on parle du Paris Saint-Germain, mais c'est la réalité actuelle. C'est une période évidemment très difficile. Et juste avant de se quitter, on termine avec les images du Super Bowl. Cette nuit, les Kansas City Chiefs, guidés par Patrick Mahomes, avec une cheville douloureuse, ont remporté le 3e Super Bowl de leur histoire en battant 38-35 les Eagles de Philadelphia, dimanche à Glendale, au terme d'un passionnant épilogue du championnat de la NFL. Mais la personne qui a fait chavirer les foules à ce match, c'est bien Rihanna. Son show à la mi-temps était exceptionnel pour son retour sur scène. On a hâte de voir la suite. Bonne semaine à tous et à toutes. Merci Mathieu. Allez, coup de projecteur maintenant sur l'Afrique qui avance avec au Gabon une chorale qui a décidé de faire connaître les chants de la tradition chrétienne, mais pas seulement. Reportage. Les Gabonais racontent qu'un esprit vit dans les eaux profondes de la rivière Laloé, un esprit si puissant qui décide du destin des hommes et que les politiciens qui cherchent à y tendre leur influence lui présentent des offrandes. Dans le quartier de Damas, au cœur de Libreville, c'est pourtant un tout autre esprit que ces musiciens invoquent. Le chant sur l'Aloé, ce sont eux. C'est ici où ils s'y retrouvent régulièrement chaque mercredi et samedi pour créer de nouvelles chansons, répéter et se rôder. Au sein du groupe de l'Aloé, nous avons effectué des voyages et le premier concours auquel nous avons participé, c'était en Afrique du Sud. Évidemment, nous arrivions dans un environnement un peu inconnu. Comme j'appelle ça des petits poussins qui n'étaient pas conscients de l'enjeu, mais quand même conscients que nous sommes venus faire un travail. Et nous avons rencontré des groupes extraordinaires sur place et on a travaillé. On a travaillé. Nous avons gagné ce concours. Comme j'appelle ça comme un jeu d'enfant. Et il y en a qui en ont pleuré, il y en a qui étaient tous heureux. L'aventure commence modestement avec une fanfare, une guitare et quelques chanteurs. Aujourd'hui, le groupe atypique rassemble environ 60 musiciens et une vingtaine d'amateurs venus des 4 coins du pays. Ils sont marchands, décoratrices, peintres ou encore fonctionnaires. Leurs premiers pas dans la musique n'ont pas été faciles. Ils ont dû se confronter à une société dominée par la musique classique. Mais à force de travail, le groupe musical a réussi à rallier les foules. Et aujourd'hui, l'orchestre est invité dans les galas officiels au Gabon et à l'étranger. Ayant rejoint l'orchestre dès ses débuts,
Thierry veut croire en une nouvelle vie pour le groupe. Le secret du groupe vocal Le Chant sur l'Aloé, c'est l'amour. C'est l'amour parce que tout part de l'amour. Tout ce que nous faisons, toutes les pièces que nous exécutons, les pas de danse, les tenues, tout ce qu'il y a autour du groupe, ce n'est que de l'amour. Parce qu'on fait tout par nous-mêmes. On prend du plaisir à le faire et on prend aussi du plaisir à donner ce plaisir-là, à transmettre cela au public. C'est dire que 30 ans après sa naissance, Le Chant sur l'Aloé est toujours en pleine ébullition créative. Une marque de fabrique pour cet orchestre philharmonique qui reste un symbole au Gabon comme à l'international, notamment en Chine, en France ou en Afrique du Sud. Le bébé né de la volonté de deux sœurs n'a pas fini de grandir et de nous surprendre. C'est ainsi que se termine cette édition. On se retrouve demain pour une nouvelle édition de la mi-journée. Bonne journée à tous, à demain. Au revoir.